Lorsque l'on parle de climat ou de biodiversité, on pense souvent aux forêts ou aux glaciers. Pourtant, l'océan couvre plus de 70% de notre planète. Il produit plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons, il absorbe une part importante du CO2 émis par les activités humaines et il régule le climat mondial. Sans lui, la vie telle que nous la connaissons serait tout simplement impossible. Mais cet équilibre est aujourd'hui fragilisé. Surpêche, pollution, réchauffement des eaux, disparition des récifs coralliens, destruction des habitats marins, les défis sont immenses. Dans cet épisode hors série, nous vous proposons de revivre un webinaire consacré à un sujet qui nous concerne tous, l'avenir de l'océan. Bienvenue dans Net Positive Business by EDHEC Business School. Je suis Clémentine Gélin et dans ce podcast, je vous fais découvrir le net positif, ses fondamentaux et comment l'intégrer dans la stratégie d'une entreprise. Dans ce webinaire, vous allez entendre le témoignage exceptionnel d'Emmanuelle Perrier-Bardou, cofondatrice des expéditions Under the Pole, qui nous emmène explorer les profondeurs encore méconnues de l'océan. Puis, 3 diplômés de l'EDHEC partageront leur parcours professionnel et montreront que, quelles que soient nos compétences, en marketing, finance, communication, stratégie ou gestion de projet, il est possible de contribuer concrètement à la protection du vivant. Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui, surtout en tant qu'ancienne EDHEC. Marie-Céline Piednoir, fondatrice de Positive Ripple Consulting. Et du coup, merci aux équipes du Club Note Positif de nous offrir cette belle plateforme. Donc le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'océan. Et du coup, je voulais partager quelques chiffres clés pour commencer. Donc l'océan couvre 71% de la surface de la planète. Il produit plus de 50% de l'oxygène que nous respirons. Il absorbe environ 25% des émissions mondiales de CO2 et il régule le climat à l'échelle planétaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail scientifique de tous ces chiffres, mais sachez qu'ils sont prouvés scientifiquement. Et d'ailleurs, je vous invite, si ça vous intéresse, à lire plus en ligne. Il y a énormément d'articles, de vidéos, de revues sur tous ces chiffres clés pour l'océan. Et ce qui est important, ce qu'on voulait vraiment que les gens comprennent dans ce webinaire, c'est que chacun a un rôle à jouer, quel que soit votre métier. Tout le monde peut avoir un impact positif sur l'océan. Donc, entre autres, on sait que l'équilibre de l'océan est en train de se fracturer et les conséquences ne restent justement pas au bord de l'eau. Donc, je vais vous donner d'autres chiffres clés qui sont un peu moins joyeux. Donc, on a plus de 50% des récifs coralliens mondiaux qui ont disparu depuis 1950. Les stocks de poissons sont surexploités. 8 millions de tonnes de plastique rejoignent l'océan chaque année et ça s'accumule. Il y a 3 milliards de personnes qui dépendent de l'océan pour leur alimentation et leurs moyens de subsistance. Et dans les news, je sais surtout en France, on voit de plus en plus de scandales sanitaires liés à des poissons d'élevage contaminés, entre autres le saumon. Mais bon, on va se dire que on va pas rester sur ces nouvelles déprimantes et le plus important, c'est qu'on doit agir. Et pour cela, on voulait, pendant ce webinaire, vous présenter des profils inspirants. Donc, on va commencer par un keynote d'Emmanuelle Perrier-Bardou, qui est la fondatrice d'Under the Pole. Bonjour tout le monde, merci Marie-Céline. On m'a demandé de vous parler de mon témoignage de terrain sur la réalité de l'océan profond et de la science et de l'exploration. Est-ce que ça nous permet de voir, de constater et surtout ce que ça implique et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors j'ai 10 minutes donc ça va être quand même assez rapide. Mais d'abord je vais vous parler d'une zone qui est pas si loin à l'échelle des océans, puisque c'est la zone mésophotique qui est entre 30 et 200 mètres de profondeur. Donc, on vous parle d'océans profonds parce que pour l'homme, ça semble profond, mais en réalité, à l'échelle des océans, c'est un peu le pédiluve, quoi. Mais c'est une zone qui est importante et je vais vous raconter pourquoi. Alors déjà, je vais me présenter très rapidement quand même. Je suis cofondatrice et co-directrice des expéditions Under the Pole. J'ai toujours été passionnée des océans, pourtant j'ai grandi très loin de la mer. J'avais des parents qui n'étaient pas du tout dans ce milieu-là, donc ça a été un petit peu un parcours à force de persévérance, on va dire, pour réussir à faire ce que j'ai fait. J'ai passé mon bac et finalement, pour me rapprocher des océans, je suis devenue skipper et capitaine de marine marchande. Mais vraiment, je suis restée sur des voiliers. Et j'ai travaillé avec l'explorateur Jean-Louis Etienne pendant longtemps. Et c'est un peu comme ça, dans ce contexte-là, que j'ai rencontré mon mari Guilain, qui lui était plongé. Et c'est avec lui
en particulier que je me suis formée à la plongée sous-marine. Et Guylain, lui, il était ingénieur diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc on est super différents, très complémentaires, et je dis souvent que on n'aurait pas fait seul ce qu'on a réussi à faire tous les deux. Donc voilà, juste pour notre présentation à nous. On a fondé Under the Pole parce que ça rassemblait notre passion pour la plongée sous-marine, pour la sensibilisation et pour les océans polaires pour lesquels on a une très forte passion. Donc ça a presque 20 ans, on l'a fondé en 2008 et donc on a fait de ces compétences particulières quelque chose qu'on a mis au service de la science. Et quand je dis compétences un peu particulières, donc nous on plonge profond, donc entre 30 et 200 mètres de profondeur, ce qui est réservé à une grosse poignée de personnes dans le monde, en particulier dans le monde scientifique. Et on le fait dans le monde entier, en particulier dans les régions polaires. Donc on est capable de mettre cette expertise-là au profit des scientifiques dans tous les océans du monde. Aujourd'hui, ça rassemble une grande équipe derrière nous, de scientifiques, de plongeurs, d'explorateurs, d'activistes, de gens impliqués dans le plaidoyer institutionnel. Également, on est en partenariat avec la plateforme Océan Climat, avec l'UICN. Et donc, ça s'appuie sur 4 piliers qui sont les expéditions de terrain, le travail de terrain, donc la plongée, là où on va mettre en place tous les protocoles scientifiques, la science, donc après ces résultats, ils vont partir dans les laboratoires de recherche, donc et les chercheurs vont ensuite faire des publications avec des résultats, et nous, on va se servir de ces résultats pour faire de la sensibilisation auprès du grand public, mais aussi auprès des scolaires, avec un gros volet qui est porté par Under the Pole avec le ministère de l'Éducation nationale, et du plaidoyer institutionnel, donc pour essayer de transformer les politiques de conservation à l'échelle des océans. Je vais y revenir. Donc depuis toutes ces années, on a fait beaucoup d'expéditions, donc vous allez voir beaucoup dans le milieu polaire au départ. Donc toute première expédition qui a donné son nom à Under the Pole et qui n'était pas forcément censée avoir une suite, c'était une expédition qu'on a imaginée au pôle Nord géographique, sur la banquise du pôle Nord géographique, avec régulièrement des plongées d'incursion pour témoigner d'un monde en voie de disparition. Et cette expédition qu'on a fait en 2010, elle ne serait plus possible aujourd'hui. La logistique, la finesse de l'épaisseur de la banquise ne permettrait plus de faire une expédition telle qu'on l'a fait à l'époque. Et on a ramené des images de cette expédition qui étaient incroyables, qu'on fait le tour du monde, et ça nous a donné envie de continuer. Donc on a continué avec Under the Pole 2, et là on est parti 2 ans au Groenland, sans revenir. On a laissé le bateau se faire prendre dans la glace pendant 6 mois. Et là, sur toute la côte groenlandaise, on a réalisé des centaines de plongées, et les premières plongées en milieu polaire, sous la glace et dans l'océan Arctique à plus de 100 mètres de profondeur. On est revenu, on est reparti, et puis là on s'est dit on va aller d'un pôle à l'autre. Donc on a fait le passage du Nord-Ouest avec un programme sur la fluorescence sous-marine, et puis un grand programme qui s'appelait Deep Hope avec le CNRS en Polynésie française pour étudier les coraux profonds. Et ce programme, il est très intéressant parce que il est à l'origine de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Les publications scientifiques de ce programme ont été vraiment à l'origine de ce qu'on porte aujourd'hui. On a terminé ce Under the Pole 3 avec un programme capsule qui est un habitat sous-marin qui nous permet de vivre sous l'eau plusieurs jours et plusieurs nuits et de nous affranchir du temps passé sous l'eau. Voilà. Et puis après, on voulait aller en Antarctique, mais il y a un petit virus que vous connaissez tous qui s'appelle le Covid, qui a mis un terme à cette ambition. Et donc, on est rentré en France et on a lancé Under the Pole 4, qui est le programme dans lequel on est aujourd'hui, qui est un programme d'une décennie sous l'égide de la décennie des Nations Unies pour les océans, qu'on porte avec le CNRS et avec un consortium de scientifiques internationaux, une quarantaine de scientifiques, et qui s'intéresse à ces écosystèmes profonds dans le mésophotique, mais en particulier ces écosystèmes qu'on appelle des forêts animales marines, qui sont l'équivalent de nos forêts terrestres, mais sous l'eau. Le problème de ces forêts, c'est que on ne les voit pas, et du coup, c'est exactement comme les forêts sur Terre. Sauf que les forêts sur Terre, si vous voyez un bulldozer passer sur la forêt et la raser à blanc, vous allez tout de suite comprendre la menace pour la biodiversité qui vit à l'intérieur de cette forêt. Si vous voyez une forêt brûlée, vous allez comprendre que on est en train de faire disparaître toutes les espèces et de perdre les services que nous rend la forêt. Ben, sous l'eau, c'est pareil, sauf que vous remplacez les bulldozers par des chalutiers, vous remplacez les feux de forêt par des canicules sous-marines qui font blanchir les coraux et brûler les
gorgones, et vous avez un peu les menaces sous-marines transposées à nos forêts sous-marines. Voilà. Sauf que, encore une fois, personne ne le voit. Donc, on a vraiment ce programme pour étudier le fonctionnement et l'utilité que rendent ces forêts. Et puis, on a après comment rendre visible l'invisible avec ce programme de communication, de sensibilisation et de plaidoyer. Alors, pourquoi ces écosystèmes sous-marins mésophotiques sont importants? Donc, je rappelle, mésophotique, ça vient du grec moyenne lumière, entre deux. On est entre la surface et les abysses. Il reste un peu de lumière, beaucoup moins qu'en surface. Et en fait, vous avez tous entendu parler justement de blanchissement corallien. Vous avez entendu parler de mortalité des gorgones en Méditerranée. Eh bien, nous, dans ces forêts animales marines qu'on trouve plus profonds, on ne subit pour l'instant pas ces problèmes liés au changement climatique. On subit les problèmes liés à la pêche, liés à la pollution, mais pas liés au changement climatique. Après plusieurs années, c'était en 2019, moi je me souviens très bien, il y a eu cette bascule pour moi. J'étais vraiment un peu désespérée, j'avais vu le rapport intermédiaire du GIEC qui disait que, en gros, d'ici 2050, 90%, voire 99% des récifs coralliens auraient disparu. Et je me suis vraiment demandé à quoi ça servait, tout ce qu'on faisait. Et en parallèle, on a eu les premières publications scientifiques qui montraient que justement, ces coraux qu'on avait étudiés plus profonds échappaient au blanchissement corallien pour l'instant. Que ces écosystèmes profonds étaient en bonne santé, voire qu'ils étaient même plus diversifiés qu'en surface, mais que paradoxalement, ils n'étaient pas protégés parce qu'ils n'étaient pas connus. Et ça a donné un cap pour tout ce qu'on fait aujourd'hui, qui est de porter ce plaidoyer pour ces espaces mésophotiques qui sont des espaces de résilience, des espaces d'espoir pour les océans, mais qui sont encore très mal protégés. Voilà, puis je vais juste vous dire un mot rapidement parce qu'on revient d'Antarctique, où on a passé 3 mois, où on a réalisé 35 plongées jusqu'à 130 mètres de profondeur. C'est une première mondiale, jamais personne n'avait fait ça, mais ce qu'il faut en retenir, c'est pas du tout le record. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a vu des écosystèmes d'une richesse incroyable. Regardez ça. Il y a plus de personnes qui sont allées dans l'espace, en fait, que de personnes qui ont pu observer ces écosystèmes de leurs yeux. Et vous voyez, ces écosystèmes à 100 mètres sous l'Antarctique, ils n'ont rien à envier des récifs coralliens. Vous voyez toutes ces couleurs, toute cette richesse. Et voilà, je vais juste vous montrer un peu en avant-première quelques images de l'Antarctique pour que vous puissiez voir de vos yeux à quel point c'est beau et du coup important. Et voilà, je suis encore toujours émue quand je vois ces images parce que en fait, pour une fois, on a peut-être l'occasion d'arriver avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire que, un peu comme ce qui se passe avec le minage des fonds sous-marins, pour une fois, il y a un endroit dans le monde où on pourrait arriver avant qu'il soit trop tard. Et cet endroit, l'Antarctique, il est actuellement un peu à la frontière. On est vraiment à ce moment où tout peut dégénérer. C'est-à-dire que on subit des pressions très importantes dues à la pêche industrielle du krill. Et en même temps, les écosystèmes qu'on a vus, ils vont encore bien et ils sont encore en bonne santé. Mais voilà, ce que je veux dire et répéter, c'est que cette science, elle est importante si on la partage et si on en fait quelque chose. Nous, on est très heureux cette année, dans l'année qui s'est écoulée, on a réussi à faire protéger 450 km² autour d'un archipel qui s'appelle Fourni en Grèce, à le faire interdire au chalutage. On a réussi à faire voter avec l'UICN une motion internationale sur cette zone mésophotique et c'est pour la première fois un texte officiel qui reconnaît l'importance de cette zone des océans. Et puis là, il y a 1 mois en rentrant de l'Antarctique, on a 2 amendements qui sont passés au Parlement européen pour demander un moratoire sur la pêche au krill pendant 5 ans. Alors ça va prendre du temps, mais juste pour faire la transition avec ce que vont dire mes collègues après, on pêche le krill en Antarctique pour 3 raisons absurdes. Donner la couleur rose au saumon d'élevage, d'accord? Parce que votre saumon, pour qu'il soit rose, il faut du krill pour le colorer. Faire des pilules oméga 3, qu'on peut tout à fait avoir grâce à des microalgues, et faire des croquettes pour chiens et pour chats, qu'on peut nourrir autrement. Donc, il y a une urgence à agir, et en même temps, comme vous le voyez, il y a encore de l'espoir, c'est-à-dire que si on se saisit de ces questions-là rapidement, il y a vraiment la possibilité de sauver des espaces qui sont extrêmement importants pour les océans, mais pour les océans, ça veut dire pour nous, parce que je vais finir là-dessus, comme le disait Marie-Céline tout à l'heure, en fait, 1 respiration sur 2 qu'on prend, c'est grâce à l'océan. Essayer de vivre en apnée la moitié du temps, notre vie va devenir
vachement plus compliqué. Donc voilà, je vous remercie et je vous invite à écouter vraiment attentivement les échanges qui vont venir après. Merci beaucoup, Emmanuel. Comme d'hab, très, très, très inspirant. Mais aussi, c'est très important pour eux de, comme disait Emmanuel, de sensibiliser la population. Et aussi, parfois, ils ont besoin de vous pour des votes, pour mettre la pression, pour relayer des informations. Donc, déjà, dans votre canapé le soir, vous pouvez aider en partageant et en suivant ce genre de projet. Et du coup, on va transitionner vers un panel avec donc Clara, Claire et moi-même. Et une première question, Claire, si tu veux, qu'est-ce qui nous a fait basculer vers ce secteur? Est-ce qu'il y a eu un moment charnière en prouvant que potentiellement chacun peut aussi à un moment faire une transition professionnelle? Donc très rapidement, peut-être on va commencer par toi, Claire. Quel a été le moment où justement tu t'es dit, bon, bah moi je vais aller dans ce milieu? Merci Marie-Céline et bonjour à tous et à toutes. Claire Boudy, Nature Restoration Senior Officer. Merci Emmanuel pour cette présentation qui était vraiment super inspirante. Et du coup, alors moi je suis diplômée de l'EDEC 2016 comme MC et Clara. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le privé. J'ai travaillé 3 ans chez Capgemini Invent, donc au début surtout sur des projets de transformation digitale, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Sauf que très vite, je sentais que voilà, j'étais pas forcément, c'était intéressant, mais que j'avais besoin d'être plus alignée avec mes valeurs et d'être un peu plus passionnée par ce que je faisais au quotidien. Du coup, comme je savais pas trop par où commencer et comment shifter, ce que j'ai fait, c'est que je me suis d'abord engagée sur des projets RSE, donc responsabilité sociale environnementale au sein de Capgemini. On avait une practice qui se développait à ce moment-là, donc j'ai aidé à développer la practice et j'ai accompagné des grosses entreprises françaises sur, par exemple, la publication de leur rapport RSE, leur premier rapport. En parallèle, j'ai aussi fait du mécénat de compétences au sein de Capgemini parce que c'est quelque chose qui était proposé et ça c'est vraiment super. Enfin, si vous avez l'occasion de le faire, c'est vraiment chouette. Donc en fait, vous donnez votre entreprise vous paye pour que vous travaillez pour une association et donc tout ça fait que avec ces expériences-là, je me suis sentie, j'ai senti qu'il fallait que je change de secteur et du coup j'ai démissionné et puis après il y a eu un enchaînement de petites expériences. J'ai fait pas mal de bénévolat pour des associations. J'ai repris un peu des formations en ligne sur la biologie et en fait tout ça a fait qu'aujourd'hui je travaille pour l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc Emmanuel en a rapidement parlé tout à l'heure. C'est une union en fait de membres. Donc on a plus de 1500 membres dans 160 pays et en fait on travaille pour en quelque sorte donner les grandes orientations de la politique environnementale mondiale puisque tous les 4 ans, les membres se réunissent pour voter les motions, les résolutions qui vont guider cette politique environnementale mondiale. Donc là, il y a eu le congrès mondial qui s'est passé à Abu Dhabi en 2025. Et donc moi, aujourd'hui, je travaille pour l'UICN à Bruxelles et je suis l'agenda politique environnementale de l'Union européenne. Donc on fait à la fois du travail de suivi des politiques et on met en place certains projets pour accompagner nos membres qui sont soit des États, soit des représentations de la société civile. Et donc je détaillerai un petit peu plus un de ces projets par la suite. Mais pour répondre à ta question, Marie-Céline, je pense que le moment charnière, c'était en fait le début de mon expérience professionnelle quand j'ai travaillé chez Capgemini et que j'ai senti qu'il fallait que je me réoriente pour une cause qui me passionnait plus. Et donc voilà, j'ai essayé d'abord de changer de l'intérieur et ensuite je me suis lancée pour rejoindre cette cause. C'était intéressant de voir tout le fil. Merci. Clara, dis-moi. Salut tout le monde. Clara Barth, Senior Project Manager chez Systemic. Moi aussi, je suis de la même promo du coup que Claire et MC, donc 2016. Et pour le coup, moi, ça a commencé avant. Je me rappelle mes entretiens de l'EDEC, quand on me disait, mais du coup, qu'est-ce que tu veux faire après l'école de commerce? Je répondais, je veux apprendre toutes les techniques du marketing, de la finance, etc. et les appliquer à la conservation marine, parce que je pense qu'il manque de ces compétences-là. Alors, j'ai eu certains zéros à cause de ça, mais pas à l'EDEC, donc j'ai été prise, c'est très bien. Et donc voilà, donc à la sortie de l'école, j'ai fait tout de suite, moi, même pendant mes césures et tout, j'étais déjà dans des missions social business, etc. Et à la sortie de l'école, j'ai fait du conseiller en développement durable et en fait doucement parce que effectivement à la sortie de l'EDEC, c'est pas évident et surtout à l'époque, c'était pas évident d'aller en conservation marine, c'était pas encore quelque chose qui était accepté en fait d'avoir fait une école de commerce et de protéger les océans. Et donc donc je suis passée par le conseil d'abord. Ma boîte a été rachetée par Total. Donc je suis partie et j'ai rejoint un bureau d'études en économie de l'environnement
sur les sujets de finance de la conservation marine. Ensuite, je suis partie à Tahiti, travailler pour Coral Gardeners, une association qui fait de la restauration corallienne. Et pareil, encore une fois, assez innovante dans le milieu, qui fait beaucoup de communication et à destination des jeunes et des gens qui sont pas trop sensibilisés. Et donc, pareil, encore une fois, on travaille avec le fondateur à la structuration de l'asso. Et je pense que, en fait, j'ai changé beaucoup de fois d'emploi, donc potentiellement, ça pourrait prendre beaucoup de temps de continuer, mais je vais peut-être m'arrêter là. Et aujourd'hui, je travaille pour Systémique. Donc, il y a une association qui travaille à la dépoissonnage de l'alimentation. Et je vais vous en parler plus tard, mais on se rend compte que la plus grosse menace pour l'océan, c'est le fait de manger du poisson, en fait. Et moins que les autres pollutions, moins que d'autres choses. Et donc, chez Systémique, on travaille à ça. Génial. Merci Clara. Marie-Céline Piednoir, fondatrice de Positive Ripple Consulting. Et de mon côté, moi, c'était pas du tout comme Clara. Moi, j'ai étudié pour travailler dans le luxe et la mode. Donc, j'ai pris toutes les spé possibles, marketing, luxe, histoire du luxe, etc. Et j'ai commencé par ça. Donc, j'ai commencé chez LVMH. Il y a eu une première petite crise existentielle où je me suis rendu compte qu'en fait, je vais très vite, ça ne me correspondait pas et le système de valeurs n'était pas vraiment aligné avec le moi que je découvrais. J'aime bien ce que tu as dit, genre le travail interne pour ensuite l'appliquer sur notre travail. Et du coup, je suis allée dans le milieu du sport. J'ai bossé pas mal d'années pour Adidas, où j'ai beaucoup appris. Comme une seconde école, j'ai énormément appris et c'est la génération, les réseaux sociaux sont à Paris. Et là, pareil, autre petite crise existentielle. Je me souvenais, je faisais la campagne Run for the Ocean. Donc, c'est courir pour la protection de l'océan, entre autres, retirer du plastique. Et on avait des cartons qui arrivaient dans des sacs en plastique. Donc, je me souviens de ce moment où je me suis dit, mais en fait, MC, non. Donc, pareil, j'ai démissionné. Et là, une certaine Clara Barthes m'écrit, je crois, sur Messenger et me dit qu'elle a vu que j'avais démissionné et qu'à Coral Gardeners, ils avaient besoin de quelqu'un pour faire la com, le marketing, etc. Donc, j'ai rejoint aussi Coral Gardeners. Donc, j'ai vécu avec Clara en Polynésie. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin d'être biologiste marin pour travailler en conservation marine. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important qu'il faut faire passer comme message pendant ce webinaire. Ils ont besoin de tout type de compétences. Et du coup, ça, c'était il y a déjà presque 7 ans. Et donc, j'ai commencé en com et en marketing dans ce milieu-là. Ensuite, je suis passée beaucoup de réseaux sociaux. Ensuite, je suis passée dans tout ce qui est campagne, après partenariat. Et de fil en aiguille, maintenant, je bosse aussi en gouvernance et en politique. Donc, je suis vraiment à l'intersection entre la science, les fondations, le financier et les gouvernements. Et entre autres, en ce moment, je travaille pour un projet pour la protection des récifs coralliens potentiellement résistants au changement climatique au niveau mondial. Donc, je bosse avec une vingtaine de gouvernements et beaucoup d'organismes, dont IUCN, pour qui Claire travaille. Voilà. Du coup, on va passer à des petites présentations un peu plus détaillées. On va commencer avec Clara, qui va nous mettre en avant l'impact concret de la dégradation marine sur la vie des Français, entre autres dans leur assiette, leur santé et leur littoral. À toi, Clara. Ok, donc moi je vais vous parler un peu de Systémique et surtout du contexte et de la consommation de poissons en France et de ses impacts. Donc, Reward the Ocean, Feed the Future. Donc, quel est le lien entre l'océan et ce qu'on mange ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la consommation de poissons, c'est la première source de destruction des océans. On parle beaucoup de plastique, de filets fantômes, de pollution marine, etc. Le fait de manger du poisson, c'est la première cause de destruction des océans. Et c'est quelque chose qu'on dit peu, en fait, parce que ça touche à nos habitudes alimentaires et c'est encore compliqué à accepter, mais c'est le cas. Donc, c'est une présentation qu'on avait faite pour Change Now, mais j'ai un petit peu adapté à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on était censé être 90, je crois, 95. Donc 95 personnes, je sais qu'il y a des végétariennes, mais on va dire que personne n'est végétarienne ici. Ça correspond à 330 kilos de saumon dans l'année. J'ai pas fait tous les calculs, mais concrètement, ça veut dire beaucoup de saumon tué. Ça veut dire à peu près 50, je crois, saumon tué par an. Beaucoup de microplastiques ingérés par les saumons. Le poisson est bioaccumulateur, donc il va accumuler dans sa chair les toxines qu'il trouve dans l'océan. Aujourd'hui, l'océan est tellement pollué et à long terme
que tous les poissons qui habitent dans l'océan, et notamment les carnivores, qui vont manger du coup des poissons qui accumulent déjà des toxines dans leur chair, jusqu'à en avoir tellement qu'ils posent un problème à la consommation humaine. Vous avez dû entendre parler du thon et du scandale du mercure. Aujourd'hui, il n'y en a pas que dans le thon, il y en a dans beaucoup d'autres poissons. Et on commence à trouver des PFAS. Donc si vous connaissez Camille Etienne, vous avez entendu parler des PFAS, qui sont des polluants éternels, des perturbateurs endocriniens. Et il y a un niveau tel de toxines dans les poissons aujourd'hui qu'on commence à ne même plus le considérer comme un aliment santé. Donc manger du poisson, c'est pas que mauvais pour les poissons, c'est aussi mauvais pour nous. Et le fait qu'il y ait des oméga 3 dedans ne suffit pas à compenser ça. Consommer du poisson et du saumon aussi, ça veut également dire beaucoup de poissons sauvages capturés, parce que même si votre saumon est d'élevage, il faut le nourrir, et ça on le nourrit avec des poissons qu'on capture dans la mer. Et ça veut même dire des baleines tuées, et ça c'était à cause du krill qu'on va dire pêcher en Antarctique et qui vient simplement colorer la chair du saumon, parce que le saumon d'élevage est élevé dans des conditions tellement terribles que sa chair est grise et pas rose comme elle devrait l'être. Et donc on lui donne du krill et on injecte du krill dans la chair. Krill qui normalement nourrit les baleines en Antarctique et qui du coup meurt de faim. Aujourd'hui il y a même une étude récente qui montre que on n'entend plus les baleines bleues chanter parce qu'elles sont affamées. Voilà, on peut passer sur ces bonnes nouvelles. On en a déjà un peu parlé, mais l'océan, c'est quand même une source de vie hyper importante sur la Terre. On a à la fois des forêts marines, comme sur l'image de gauche, qui sont des forêts de kelp, je crois. On a à la fois le fait qu'il y a beaucoup de communautés dans le monde qui dépendent de l'océan pour vivre, notamment en Afrique de l'Ouest, où c'est c'est en Afrique de l'Ouest qu'on pêche beaucoup les poissons qui vont servir à nourrir les saumons. On appelle ça la pêche minotière. Et puis c'est aussi là que vivent les mammifères magnifiques comme les baleines. Et nous, qu'est-ce qu'on fait du coup face à ça? On mange l'océan. Et aujourd'hui, les scientifiques estiment que si on voudrait vraiment respecter les limites de l'océan, donc la limite des écosystèmes, donc qui leur permettent de se renouveler et d'avoir toujours autant de poissons, autant d'espèces, etc., il faudrait diviser par 3 la consommation. Donc là, on parle pas seulement de techniques de pêche qu'il faudrait changer, chalutage, CN, DCP, etc. On parle de concrètement, il faut réduire, même avec des bonnes techniques de pêche, il faut quand même réduire la consommation. Et oui, et quand on dit, mais du coup, les protéines, les oméga 3, comment on fait? Il y a des alternatives végétales qui sont très satisfaisantes. Et il y a de plus en plus d'études qui le montrent. Chez Systémique, on est en train de développer un plan qui s'appelle Transition alimentaire bleue, sur lequel moi je travaille, qui a pour objectif d'opérationnaliser cette transition. Donc, concrètement, là, si je vous dis et j'annonce à la France entière, il faut diviser par 3 la consommation de poissons. Et il y a à la fois les gens qui me disent, mais attendez, comment je fais? Aussi les industriels, les pêcheurs, les aquaculteurs qui vont dire, genre, ouais, t'es sympa, mais nous, on va crever de faim, etc. Donc, non content de travailler à sensibiliser ce systémique, on travaille aussi à essayer de trouver des solutions concrètes et à lever les freins vers une transition. Faire en sorte que les gens, et quand je dis les gens, c'est le grand public, mais aussi les gouvernements, les acteurs politiques et les acteurs de l'écosystème, réalisent que en fait c'est possible et nécessaire de baisser la consommation de poisson. Donc une des solutions qui est amenée souvent quand on dit il faut arrêter de manger du poisson, il faut arrêter de pêcher dans la mer, on dit mais est-ce qu'il faut faire de l'élevage? Et aujourd'hui on voit que si la pêche, il y a déjà quand même une grosse sensibilisation à ces sujets-là et du coup est assez stable, c'est l'aquaculture qui aujourd'hui est égale à peu près 50% du poisson qu'on mange dans le monde. Les Français, il y a la moitié du poisson qu'on mange qui est importé et le poisson qu'on mange le plus, c'est le saumon. Et quand on dit import et quand on dit saumon, ça veut dire aquaculture. Et aquaculture, c'est un sujet qui est très peu médiatisé et très peu adressé par les ONG aujourd'hui. Juste un chiffre quand même important pour un saumon. Donc ici, on a dit qu'on mangeait, je crois, 50 saumons par an. Un saumon, c'est 440 poissons qui sont pêchés dans la mer. Au cours de sa vie, le temps qu'on l'élève, il va falloir qu'il mange 440 poissons. Donc un élevage, c'est pas du tout quelque chose de satisfaisant pour les océans. C'est 95 grammes de soja, donc plutôt qu'on les mange directement, on va en plus déforester. Soja, déforestation amazonienne, etc. Le krill, on en a parlé. L'image en bas à droite, c'est un échantillonnage de couleurs de saumon. Donc ça, c'est quelque chose que les industriels ont. Et ils vont décider comme ça de la couleur du saumon avec un échantillonnage. Et en fonction, ajuster la quantité de krill qu'ils donnent au saumon. Donc c'est comme ça que c'est fait, quoi. Enfin voilà, juste pour avoir une idée. Ensuite, en termes de bien-être animal, je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui sont sensibilisées à la cause animale.
mais le poisson c'est sentient, donc ça veut dire que ça ressent la douleur, autant que des mammifères, autant que des humains. Et aujourd'hui, ça, c'est des poissons, c'est des images réelles d'élevage de saumon, donc qui sont attaqués par des parasites, des poux du saumon, qui leur mangent la chair pendant qu'ils continuent à vivre. Il y a des taux de mortalité dans les élevages de saumon qui sont énormes, avant même qu'on consomme le saumon. Donc c'est des animaux qui passent leur vie dans des endroits beaucoup trop petits pour eux, et en plus avec des douleurs atroces, quoi. C'est comme si vous viviez dans une cage avec en plus des plaies ouvertes pendant toute votre vie. Image suivante, et donc ça on en a parlé, la pêche minotière, donc c'est le fait que... Mais il y a quand même des solutions, et aujourd'hui dans ce webinaire, il y a que des professionnels, donc vous êtes tous quand même des gens qui ont fait les decks et qui bossaient dans des entreprises, pas forcément agroalimentaires, mais des entreprises, vous avez des contacts, etc. Et justement, il y a des solutions au niveau de l'alimentation pour supprimer le saumon. Et en vrai, la truite, c'est pareil. La truite, c'est les mêmes enjeux, et tous les poissons d'élevage carnivore, c'est pareil, à peu près. Il y a des alternatives végétales au saumon. Il y a des entreprises qui commencent à supprimer le saumon. Donc il y a des entreprises, notamment Maison Landmen, qui est une boulangerie parisienne, qui ont décidé de supprimer le saumon, Ignorest aussi. Et en fait, c'est un enjeu qui est peu connu aujourd'hui, enfin, sur lequel il est possible d'avoir des actions. Chez Systémique, on travaille du coup avec le monde de la restauration collective, de l'agroalimentaire, pour trouver des solutions. On a aussi des actions sur le terrain. Donc, par exemple, on est en train d'empêcher la première ferme-usine de saumon de s'installer en France. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux et nous aider à repartager. Là, il va y avoir des grosses actions qui auront lieu début juillet, même mi-juin, pour empêcher ça. On en parlait avec Emmanuel de Under the Pole il y a 2 semaines. En fait, c'est énorme parce que c'est effectivement un sujet sur lequel il n'y a pas encore de problème, entre guillemets, dans le sens où nous, on importe en France du saumon, mais on n'a pas encore d'élevage de saumon important en France. Donc on a vraiment l'opportunité là d'interdire le premier élevage de saumon, et donc d'empêcher à une industrie de se développer, et qui pourra donc faire des lobbies, et quand on dira il faut baisser la consommation de saumon, on va dire ah ben non, attendez, vous regardez, il y a des emplois. Donc pour l'instant, il n'y a pas ça. Donc on a vraiment l'opportunité d'empêcher ça. Donc c'est énorme, et d'empêcher tout le greenwashing sur du saumon français qu'on peut imaginer. Voilà. Ensuite, j'avais un autre call to action pour vous. C'était, donc si vous bossez dans la restauration, dans l'agroalimentaire, dans la restauration collective, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, vraiment, on fait de la sensibilisation dans les entreprises, et on travaille ensemble à des solutions bien plus en détail que là-dessus. Si vous connaissez des gens qui travaillent là-dedans, n'hésitez pas aussi à leur parler du sujet du saumon et de l'aquaculture. Et allez sur nos réseaux et partagez. Et évidemment, dans votre côté individuel, j'espère qu'après ça, vous arrêterez de manger du saumon. Mais je pense qu'ici, vous pouvez faire beaucoup plus. Merci Clara. Ouais, c'est ma bataille au niveau familial, même petit à petit, faire comprendre aux gens qu'il faut arrêter certains aliments, et le saumon et les crevettes et le thon. Enfin, je crois que je suis là, s'il y en a 3, gardez-les en tête. Bon, ok, les pieuvres aussi, tout ça, les pauvres. Mais oui, vraiment le saumon, c'était intéressant ton chiffre de diviser par 3, parce que ça c'est pas non plus arrêter. Enfin oui, il faudrait que vous arrêtiez, mais déjà diviser par 3, ce qui paraît faisable, ça pourrait déjà avoir un impact très important. On va passer du coup à Claire, qui va nous présenter un exemple concret de politique à l'échelle de l'Union européenne en faveur de la protection de la mer, parce qu'on a vu Clara qui se concentre vraiment sur le côté français. Il faut bien qu'on commence, donc nous ici au niveau français, qui pourrait du coup aussi passer au niveau européen. Et maintenant Claire, du coup, qui va présenter un projet à l'échelle européenne. Merci MC. Oui, du coup, donc comme je le disais tout à l'heure, moi je travaille au bureau de l'UICN, et peut-être aussi pour ceux qui connaissent pas l'UICN, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la liste rouge des espèces. Ça, c'est un travail que fait l'UICN et qui est accessible à tous. Où en gros, l'UICN demande aux scientifiques du monde entier de se rassembler et d'évaluer l'état des espèces dans le monde, donc des espèces animales et végétales. Et ça, c'est un outil qui est souvent assez connu et qui peut aussi être utile. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais voilà, souvent les gens connaissent ça. Si vous connaissez pas l'UICN, on fait notamment cet outil-là. Mais sinon, moi, je travaille du coup à Bruxelles. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis l'agenda européen au niveau de l'Union européenne des politiques environnementales. Et l'UICN fait du plaidoyer pour justement améliorer cet agenda environnemental. Et on sait aujourd'hui qu'il est d'ailleurs sous grosse pression. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'omnibus et de toute une série d'initiatives pour saper les différentes réglementations qui existent aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça aussi, si vous voulez vous informer
et suivre ce qui se fait au niveau européen. Et aussi, il y a pas mal d'associations qui font appel aux citoyens pour mettre la pression sur nos représentants au niveau européen. N'hésitez pas à suivre parce que c'est vraiment super important ce qui est en train de se passer. Voilà, petite parenthèse. Tout ça pour dire que du coup, moi, je travaille spécifiquement sur la restauration de la nature. Donc, il y a un règlement qui a été adopté par l'Union européenne en 2024 et qui demande à tous les États membres, donc aux 27 États membres, de mettre en place un plan national de restauration de la nature d'ici à septembre 2026, donc septembre, là, dans 5 mois. Et donc ce plan doit détailler concrètement comment est-ce qu'ils vont faire pour restaurer d'ici à 2030, donc dans 4 ans, 20% des terres et des mers qui sont dégradées dans leur pays. Donc ça couvre à la fois la partie terrestre et marine, et ça vient en complément de plein d'autres politiques environnementales qui existent au niveau européen. Mais c'était vraiment, quand ce règlement a été adopté, toutes les associations environnementales qui travaillent à Bruxelles étaient vraiment super contentes de cette avancée, et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de maintenir au niveau européen, parce que même ça est en train d'être, risque d'être diminué. Donc voilà, donc nous on a travaillé à ça. On a plaidoyé pour la mise en place de cette réglementation qui a été une victoire quand elle a été adoptée. Et aujourd'hui, je travaille avec mes collègues pour accompagner certains États membres, dont la France, pour la rédaction de leur premier plan national de restauration de la nature. Donc j'ai accompagné le ministère de la Transition écologique français en essayant de synthétiser en fait au niveau les connaissances scientifiques qui existent aujourd'hui pour voir comment est-ce que la restauration de la nature peut également aider à atténuer les impacts du changement climatique. J'ai également aidé à estimer comment la restauration de la nature, quels sont les bénéfices et les coûts, et on montre que les bénéfices peuvent être jusqu'à 7 fois plus importants que les coûts en termes monétaires, sachant que les bénéfices sont souvent très sous-estimés parce que c'est compliqué de donner une valeur monétaire à la nature. Donc on a accompagné le gouvernement français là-dessus. Et enfin, on a aussi fait une petite étude pour voir comment est-ce que ce plan peut être financé, puisque comme toujours, le financement c'est le nerf de la guerre. Sans financement, un plan, ça sert à rien. Et on se rend compte aujourd'hui que les financements en faveur de la biodiversité, les plus importants, c'est les financements publics, donc ceux qui proviennent de l'État, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, et qu'aujourd'hui ces financements sont en dégringolade depuis quelques années. Ils avaient augmenté, puis là, ils rediminuent dans un contexte budgétaire restreint. Et du coup, là, le secteur privé a aussi un rôle super important à jouer pour, même si nous, notre mot d'ordre, c'est de pas diminuer le financement du secteur public, mais dans le contexte où de toute façon, il est en train de diminuer, on invite aussi les acteurs du secteur privé à se mobiliser. Et là, il y a plein de manières de le faire. Soit par exemple en faisant du mécénat, soit de compétences comme je l'évoquais tout à l'heure, ou même du mécénat financier, donc en donnant par exemple de l'argent. Il y a plusieurs associations ou même des entreprises qui organisent des appels à projets pour financer tout ce qui est recherche sur la biodiversité marine ou des dispositifs de protection. Il y a certaines aires marines protégées qui peuvent être hybrides, donc qui sont pas seulement financées par l'État, mais aussi par des acteurs privés. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un... vous, dans vos entreprises, si vous souhaitez vous engager, je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. Et donc, je vous invite à vous renseigner en tout cas sur ces politiques environnementales européennes et si possible, à vous investir à la fois de manière individuelle et puis aussi collective via votre entreprise, parce qu'il y a vraiment un gros rôle à jouer de la part des entreprises. Merci Claire. Et puis oui, voter, t'as fini par ça, mais voter c'est très très important, on le répète pas assez. Mais via le vote au niveau français et européen, vous pouvez avoir un impact. C'est une bonne transition avec la question que j'ai eue. Donc c'était justement comment les compétences du monde des affaires peuvent être utiles au monde de la conservation marine, et si on a des conseils pour les gens qui écoutent ce webinaire et qui veulent aussi contribuer à des efforts de conservation marine et se sentir utile. Claire en a déjà parlé, la dégradation de l'océan, c'est un risque systémique. Et en fait, les acteurs, par exemple privés, qui n'anticipent pas ce tournant, s'exposent à des risques financiers, sanitaires, réglementaires et aussi réputationnels. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais mettre quelques exemples dans le chat après. Donc en fait, le monde des affaires doit prendre en compte la protection de l'océan. Et il y a aussi toute une dimension de la conservation marine qui se développe de plus en plus,
Donc, je suis un peu les éléments que Claire a donnés. Donc, on a ce qu'on appelle maintenant la nature finance, donc toute cette finance autour de la conservation, les obligations bleues, le marché des crédits de la biodiversité. C'est encore assez nouveau, donc je dirais faites attention de vraiment choisir quelque chose qui a un vrai impact positif et qui n'est pas seulement du blue washing. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas non plus experte, mais du coup, je vous invite à vous renseigner sur ces différents outils, parce que les gouvernements, les fonds souverains, les institutions multilatérales, elles cherchent justement beaucoup d'expertise capable de structurer ces investissements, négocier des partenariats entre le public et le privé, communiquer de façon impactante, gérer la finance. Comme je vous disais, on a besoin de toutes les expertises. Et le mécénat de compétences, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que Claire, ça peut vraiment être important parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ont besoin du RH, le côté comptable, la com, etc. Donc, quelle que soit votre expertise, je pense que vous pourriez trouver une application, en tout cas dans le secteur de la conservation marine au sens large. Et du coup, côté conseil, le premier que je dirais, c'est vous informer. Lisez, regardez des documentaires, suivez justement les experts qu'on a dans ce webinaire. On a mis tous les liens dans le chat. Et parlez-en autour de vous. Ce que Clara, par exemple, a montré sur le saumon, ne serait-ce qu'en parler au prochain dîner de famille. Si c'est une table de 6 personnes et vous impactez une personne, c'est déjà ça. Et peut-être que cette personne en parlera à 3 personnes, etc. Donc surtout, parlez de ce sujet avec votre entourage, relayez sur les réseaux et parlez-en en entreprise. Clara a donné quelques options, c'est très très important. Si vous vous dites, moi j'ai pas les capacités à ce moment-là pour beaucoup de raisons de changer d'emploi, de reprendre potentiellement une formation, de faire un job passion, j'ai pas les capacités, j'ai pas la stabilité financière ou autre, essayez d'analyser comment votre entreprise actuelle pourrait avoir un impact un petit peu plus positif sur la conservation marine. Et soyons réalistes, un des gros sujets en conservation marine, c'est le financement. Donc si vous trouvez un moyen pour que votre entreprise actuelle fasse une donation à des organismes type, déjà, vous aurez eu un impact positif dans votre milieu professionnel. Et ensuite, en exemple très simple au niveau individuel, adaptez votre alimentation, adaptez vos achats, diminuez votre empreinte carbone. Et un que je dis souvent, on ne considère pas, surtout qu'en France, on n'est pas les meilleurs, changer de banque. C'est tout simple, mais regardez les investissements. La plupart de vos comptes à terme ou des comptes que vous avez sur votre banque financent l'industrie fossile et finalement financent la destruction de la biodiversité et des écosystèmes. Donc voilà, banque, alimentation, achat, je dirais c'est des choses simples qu'on peut mettre petit à petit en place. Il faut surtout pas avoir peur et se sentir dépassé. Chaque geste compte et commencer, c'est déjà un premier pas. Donc voilà, on espère que ce webinaire sera inspirant pour vous. Sur ce, je pense qu'on va clôturer. Donc, merci beaucoup à Emmanuel, Clara et Claire. Très fière d'être votre amie. C'était très inspirant. Merci les filles. J'espère que vous avez tous compris dans ce webinaire qu'on a déjà l'enjeu de la protection du monde marin et aussi qu'on a tous un rôle à jouer. Et pour ce qui est de s'informer plus, ça tombe bien. Donc, le 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan, on va dire d'ailleurs. Donc, je vous invite à regarder en ligne. Il y aura pas mal d'événements, j'imagine surtout à Paris, mais aussi dans d'autres grandes villes. Il y aura des webinaires en ligne, etc. Donc, regardez quels autres événements vous pourriez rejoindre. Voilà. Et du coup, pour tous les alumni EDEC, le club Net Positif et le club à rejoindre, faites passer le message. Et du coup, merci à toutes et à tous d'avoir rejoint ce webinaire. Si un message devait rester de cette rencontre, ce serait sans doute celui-ci. Nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de l'océan. Certaines personnes choisissent d'en faire leur métier, d'autres font évoluer leur entreprise de l'intérieur. Beaucoup commencent simplement par changer quelques habitudes de consommation. Toutes ces démarches sont utiles. Si cette discussion vous donne envie de vous engager professionnellement, sachez qu'il existe aujourd'hui de nombreuses plateformes spécialisées dans les métiers à impact. Vous pouvez par exemple consulter Jobs Act Make Sense, qui référence des milliers d'offres dans la transition écologique et sociale, InClimate, qui met en relation des talents et des organisations engagées, Comet, qui facilite le mécénat de compétences entre entreprises et associations. Et n'hésitez pas non plus à suivre directement les ONG et les instituts de recherche qui vous inspirent. Under the Pole, Tara Océan, IUCN, Surfrider Foundation, Bloom, Sea Shepherd, ou encore Systémique, qui publient régulièrement leurs offres d'emploi, leurs missions de bénévolat et leurs appels à mobilisation. Mais s'engager ne signifie pas forcément changer de carrière. Nous pouvons agir à notre échelle. L'un des leviers les plus puissants évoqués pendant ce webinaire
concerne notre assiette. Comme l'ont rappelé les intervenantes, les scientifiques estiment qu'une réduction importante de notre consommation de poissons contribuerait directement à préserver les écosystèmes marins. Nous pouvons également privilégier une alimentation plus végétale, soutenir les restaurateurs qui proposent des alternatives, nous informer avant nos achats, parler de ces sujets autour de nous ou encore interroger les pratiques de notre entreprise. Un autre geste, souvent moins connu, consiste à regarder où va notre argent. Les banques et les placements financiers peuvent soutenir des activités favorables ou défavorables aux océans et à la biodiversité. S'informer sur ses investissements est aussi une manière d'exercer son pouvoir d'action. Enfin, gardons en tête que les grandes transformations commencent souvent par une succession de petits choix individuels. Aucun d'entre eux ne changera le monde à lui seul, mais additionné, il crée un véritable mouvement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Plus nous serons nombreux à comprendre les liens entre nos modes de vie et la santé de l'océan, plus nous aurons de chances de préserver ce bien commun essentiel. Net Positive Business by EDHEC Business School, le podcast qui vous fait découvrir ses fondamentaux et comment l'intégrer dans la stratégie d'une entreprise.